Voilà, il est l'heure à présent de passer, je crois, au lancement de la blockchain des fréquences. Et pour mieux vous en parler, eh bien, je vais inviter deux autres personnes à me rejoindre sur cette scène. Il s'agit de Claire Balva, qui est la cofondatrice et CEO de la startup Blockchain Partner, qui est le leader français de la transformation blockchain, et Yvan Maigron, qui est le directeur de la direction de la gestion des fréquences à l'ANFR. Merci, merci de me rejoindre. Alors, je suis désolé, on vous avait promis la présence de Delphine Gény-Stéphane, qui était la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. La politique étant ce qu'elle est, il y a eu un remaniement qui nous a été annoncé après quelques jours d'attente en toute fin de matinée. Elle ne pourra donc pas être parmi nous cet après-midi, mais Claire, Balva et Yann, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vous avez également des... Voilà, mais bien... Allez-y. Merci beaucoup, Julien. Alors, je vais vérifier avant tout en fait que la zapette fonctionne. C'est le bouton vérifier. Bon, très bien. Parfait. Il y a 9 mois maintenant, l'Agence nationale des fréquences, la Direction générale des entreprises, lancé avec le soutien du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique et la French Tech, le premier projet de gestion de fréquences sur une blockchain. Comme vous le savez, et on en a beaucoup parlé depuis ce matin, la prévention des brouillages est au cœur de la gestion des fréquences. C'est pourquoi la plupart des fréquences sont attribuées individuellement à chacun des utilisateurs. Néanmoins, certaines d'entre elles peuvent être utilisées librement. C'est par exemple les fréquences du Wi-Fi, ce sont les fréquences qu'utilisent les microphones sans fil dans les grands événements, qu'ils soient sportifs, culturels ou politiques. Et plus généralement, ce sont les fréquences qui relèvent de ce que l'on appelle les bandes à autorisation générale ou les bandes libres de droit. Or, précisément parce qu'elles sont libres de droit, ces bandes sont aujourd'hui au cœur du développement des services innovants et de la prolifération des objets connectés qui accompagnent notre quotidien. On parle aujourd'hui en fait de 20 milliards d'objets connectés et à horizon 2025 de 75 milliards d'objets connectés. Elles sont de ce fait exposées dans certaines zones à un risque croissant de brouillage. Considérons par exemple, dans le cadre des grands événements, le Tour de France. Ce sont chaque année plus de 1000 fréquences libres de droit qui sont utilisées pour la couverture médiatique de l'événement. Avec les implacables contraintes de direct, on imagine sans peine que le chevauchement des fréquences utilisées ou leur empiètement sur les canaux actifs de la TNT sont année après année le cauchemar des organisateurs. C'est pourquoi l'agence a décidé de développer avec la start-up Blockchain Partner une solution de réservation de fréquences sur une blockchain dans les bandes libres de droit. Les gestionnaires de sites, les organisateurs de grands événements, pourront, s'ils le souhaitent, recourir à cette solution pour prévenir les risques de brouillage sur les zones sur lesquelles ils interviennent. Parce qu'elle est basée sur une blockchain, cette solution garantit l'intégrité, la transparence, la traçabilité, l'auditabilité de la réservation de fréquences. Elle promeut également l'autogestion collaborative des fréquences, c'est-à-dire par les utilisateurs eux-mêmes et sans recours à un tiers de confiance, dans des bandes de fréquences où prévaut la liberté d'exploitation. Alors sur le plan technique, comment est-ce que cette solution fonctionne? Quelles sont les grandes décisions et les grands arbitrages qui ont été réalisés? Claire, je te laisse la parole. Merci Yann. Je vais me mettre là. Merci beaucoup Yann. Donc, je suis Claire Balva, je suis la cofondatrice de la startup Blockchain Partner qui a réalisé ce projet avec l'ANFR. Quels sont les grands choix techniques qu'on a faits? Aujourd'hui, la blockchain des fréquences est d'une part une blockchain privée. Alors, petit point technique et pédagogique pour ceux qui ne connaissent pas trop ce sujet. Une blockchain privée, c'est quoi? C'est une blockchain avec des droits d'accès qui sont restreints. C'est-à-dire que même si l'ambition est d'ouvrir cette blockchain, pour l'instant, cette blockchain n'est pas accessible à tout un chacun, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas prendre des décisions sur ce qui se passe dans la blockchain. Une blockchain privée, c'est un peu comme un intranet, si vous voulez, si on fait cette comparaison avec Internet, intranet. Blockchain publique, c'est comme Internet, une blockchain privée, c'est comme un intranet. Néanmoins, l'ambition, et on reviendra dessus un petit peu après, c'est bien sûr que ce registre, cette blockchain, soit la plus ouverte et la plus transparente possible. Donc on a fait un autre choix qui est d'utiliser la blockchain Ethereum,
Pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain Ethereum, c'est une des plus grandes blockchains. Ce n'est pas la blockchain Bitcoin, c'est une blockchain qui a des ambitions un peu différentes et qui permettent notamment de créer des applications décentralisées et d'y insérer des programmes pour automatiser un certain nombre de choses. Et donc on a choisi la blockchain Ethereum, qui à la base est une blockchain publique, et qu'on a pour l'instant déployée en privé. Et l'ambition, potentiellement à terme, c'est, pourquoi pas, de repasser sur une blockchain publique. Et c'est pour ça qu'Ethereum nous apporte cette flexibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une blockchain privée, et si demain on décide de passer sur un réseau complètement public, c'est quelque chose qui sera possible. L'avantage de créer une blockchain privée aussi, c'est qu'on peut personnaliser l'algorithme de consensus, et donc on peut décider finalement de la gouvernance de cette blockchain. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un algorithme de consensus qui est très simple. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est ce qu'on appelle la preuve d'autorité. Donc c'est des droits d'administrateur qui vont être conférés aux différents partenaires qui vont participer à cette blockchain. Cet algorithme de consensus, il a plein d'avantages. Déjà, il est relativement simple. Il n'est pas du tout énergivore, pour ceux qui auraient entendu parler de consommation électrique sur certaines grandes blockchains publiques. Donc les grands choix d'architecture aujourd'hui, ils ont été faits de manière à avoir le système qui fonctionne le mieux possible, tout en gardant les options ouvertes, les portes ouvertes pour la suite. Voilà de manière simple ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à la fin, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, je me ferai une joie d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Claire. Alors, en termes en fait, de réservation de fréquences, naturellement, on a considéré en fait, qu'il fallait que l'on soit simple, que la solution soit facile d'utilisation. On pense en fait qu'il s'agit là du facteur clé de succès. Alors, comment fait-on pour réserver une fréquence sur la blockchain? C'est ce que vous allez voir pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore en fait, réservé une fréquence sur le stand de l'agence. Et je vous invite à le faire après la quatrième table ronde. C'est très simple. En fait, ça se passe de la manière suivante. 3 étapes assez classiques. La première étape, c'est de se créer un compte. Alors, cette étape-là, en fait, on va vous demander de donner votre adresse Internet, d'indiquer l'organisation pour laquelle vous travaillez et puis de mettre un mot de passe. C'est une étape qui ne sera plus nécessaire lorsque la solution aura migré sur MetaMask. Pour l'instant, il est encore nécessaire. Naturellement, on a veillé à respecter parfaitement le RGPD et donc aucune des informations personnelles ne se trouve aujourd'hui en fait, sur la blockchain. La deuxième étape est de rechercher sur le front-end où se trouve le grand événement sur lequel vous voulez réserver une fréquence. Donc là aussi, en fait, vous allez le voir, c'est relativement facile. Et puis la troisième étape, c'est de sélectionner une des fréquences qui n'a pas encore été utilisée par un autre utilisateur et de l'intégrer en fait, sur le front-end et elle se trouve automatiquement enregistrée dans un des blocs de la blockchain. Je vais vous passer en fait, une petite vidéo qui va vous permettre en fait, de découvrir un peu comment cela se passe. Voilà, alors vous voyez en fait l'utilisateur inscrit son nom, un mot de passe, et puis il va rechercher en fait le grand événement sur lequel il veut réserver une fréquence. Donc il va aller sur la liste des grands événements, il va réserver Spectre et Innovation à Station F 2018. Il va voir l'ensemble des fréquences qui sont déjà utilisées, donc il va sélectionner une des fréquences qui sont libres en faisant apparaître les fréquences libres. Il va, je crois, sélectionner la fréquence 480.2, qui est libre, puisqu'elle apparaît en fait sur ce tableau. Donc, il va la sélectionner, il va l'inscrire. Et puis, il va la réserver. L'opération s'est bien passée. Vous voyez un petit pop-up qui apparaît en vert en haut, et la fréquence apparaît dans les fréquences utilisées. Alors, comme l'a dit Claire, en fait, on se trouve sur un processus de consensus par preuve d'autorité. Les blocs ne sont pas véritablement minés, en fait, mais sont créés à une fréquence de 1 toutes les 2 secondes, donc c'est très réactif. Un QR code est également créé, en fait, et ce QR code permet de retrouver très facilement les fréquences qui ont été attribuées à un utilisateur donné. Donc c'est pour l'agence, par exemple, en fait, une possibilité de réaliser un contrôle du spectre sur les grands événements qui est très simplifié en fait, par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle.
Alors, la solution en fait, que nous avons mise en place pourrait très bien préfigurer, on le voit, à terme, une gestion collaborative, dynamique et désintermédiée entre objets communicants. Cette solution sera ouverte aux utilisateurs le mois prochain, au mois de novembre. Bien sûr, la blockchain des fréquences a vocation à s'étendre. Nous invitons les affectataires à déployer sur leur site un nœud de la blockchain afin d'expérimenter avec l'agence et blockchain partner cette nouvelle technologie en conditions non pas expérimentales mais opérationnelles. Cette première initiative est en effet une belle opportunité pour évaluer l'apport de la blockchain face aux défis que la rareté du spectre, la croissance de la demande, l'émergence de nouveaux acteurs et la dynamique de développement des nouveaux services font peser sur la gestion du spectre au XXIe siècle. J'invite maintenant Gilles. Oui, je reprends la parole quelques instants. En fait, je suis très fier de voir qu'on a réalisé une blockchain des fréquences. La première fois que j'ai entendu parler de ce projet, j'ai été immédiatement séduit parce que les fréquences, vous le savez tous, c'est un sujet qui est assez complexe. Je crois qu'on a réussi ensemble finalement à avoir de plus en plus de personnes qui comprennent ce que sont les fréquences. La salle en est le témoin. Je me suis dit c'est parfait parce qu'on est mûr pour attaquer la question de la blockchain qui est encore plus compliquée que les fréquences. Donc la blockchain des fréquences, c'est un sujet, je pense qu'on a une certaine capacité de pédagogie à essayer de faire valoir pour montrer qu'on peut apporter avec ce dispositif. Mais c'est un début. Donc c'est un début qui est prometteur parce que finalement on l'a fait à deux, on l'a fait avec l'agence, avec Blockchain Partner. Ça a vocation à fonctionner plutôt à trois, puisque normalement entre l'agence et puis la blockchain et son partenaire, il doit y avoir un affectataire. Donc à un moment donné, effectivement, on invite tous les affectataires à s'intéresser à ce projet, comme le disait Yann, pour en fait mettre en place un dispositif qui nous permet d'enregistrer des fréquences pour des durées beaucoup plus longues, beaucoup moins fugaces que des fréquences expérimentales ou temporaires, pour des fréquences qui sont par exemple des fréquences de PMR, qui sont peut-être des fréquences audiovisuelles ou des fréquences radio pour les télécoms ou d'autres usages. Et donc ce système peut effectivement à terme stocker des fréquences dans le cloud avec la possibilité pour tout un chacun de constater qui utilise quelle fréquence et de comprendre exactement comment se positionner et finalement fluidifier tout le système d'allocation de fréquences. Donc un système qui devrait normalement apporter un gros potentiel à terme à la gestion des fréquences. Alors, si je prends la parole, c'est aussi peut-être pour vous transmettre deux messages qu'aurait souhaité vous transmettre la ministre, qui n'est plus tout à fait en situation de le faire aujourd'hui, et on en est vraiment désolé, parce qu'on avait bien sûr un appui très fort de Delphine Génie-Stéphane sur ces sujets, et de toute manière, des décisions ont été prises qui continueront effectivement à déployer cet élan sur la blockchain, puisque nous sommes naturellement en relation étroite avec la Direction générale des entreprises, qui est une direction générale de Bercy. La blockchain à Bercy, c'est quelque chose qui est d'une importance cardinale, parce qu'on parle de blockchain pour réserver des fréquences, mais la blockchain, sa popularité initiale était évidemment plutôt liée à des instruments monétaires, et tout ça est assez sensible pour Bercy. Et donc, effectivement, le ministère de l'économie et des finances a lancé un certain nombre d'actions qui vise à donner un cadre réglementaire stable à la blockchain. Et dans la loi qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée, la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises, il y a des éléments pour donner un statut aux jetons virtuels, aux ICO, comme on les appelle, qui permettront d'aller justement dans le sens d'une blockchain, de blockchain qui soit beaucoup plus inséré dans le système légal, ce qui correspond d'ailleurs aux recommandations du rapport de Joëlle Toledano, puisqu'elle a coordonné un rapport pour France Stratégie sur l'usage de la blockchain, où je crois, Joëlle, tu militais pour sortir en quelque sorte du bac à sable et mettre en place des actions qui soient longues, pérennes, organisées, avec de la durée et de la visibilité réglementaire. C'est bien l'engagement dans lequel s'inscrit le ministère. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle souhaitait aussi vous annoncer, et ça se fera puisque ça a été lancé, que la Direction générale des entreprises a été missionnée pour lancer un groupe de travail interministériel qui incorporera les apports de la société civile pour réfléchir à une stratégie, une feuille de route blockchain qui doit rendre ses conclusions à la fin du printemps prochain. Donc le sujet blockchain dans Bercy, ce n'est pas que l'Agence des fréquences. L'Agence des fréquences apporte sa pierre à l'édifice.
C'est un sujet dont il faut vraiment s'emparer, parce que les fréquences, c'est du logiciel. Le logiciel, c'est aussi la possibilité d'avoir des certificats, d'avoir un système qui donne une réalité à ces évolutions logicielles. Et puis, quand nous aurons parfaitement maîtrisé les fréquences et la blockchain, eh bien, il ne restera plus qu'à suivre les recommandations de François Rancy et cette fois-ci d'attaquer la dernière étape de la pyramide, l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est pour une autre conférence de l'Agence des fréquences. Donc, merci. Et donc, dans l'immédiat, en remerciant donc Claire Balva et Yann Maigron, je vous invite tout simplement à prendre une pause d'une demi-heure avant la dernière table ronde et la conclusion par notre président Jean-Pierre Lepesteur. Merci.